22 heures sur Télé Djibouti. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce lundi 23 octobre 2017. Voici les titres. Le chef de l'État reçoit une délégation d'hommes d'affaires français. Voilà, donc c'était les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi à la présidence de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. Il s'agit de l'ambassadrice de la République unie de Tanzanie, Neima Aziz, de la République de Zambie, Suzanne Sikaneta, de l'ambassadeur de Pologne, M. Alexander Kropinski, et enfin de l'ambassadeur de Chili, Jaime Chomali. Tout d'abord, l'ambassadrice de Tanzanie, Neima Aziz, a présenté ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en République de Djibouti. Et ensuite, l'ambassadrice de Zambie, Suzanne Sikaneta, a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadrice de Zambie en République de Djibouti. My name is Susan Sikaneta from Zambia. I bring warm greetings from your brother, President. Dans son discours, l'ambassadrice Suzanne a souligné la volonté de son pays de poursuivre les relations bilatérales et le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui lient les peuples zambiens et djiboutiens. People of Zambia, and on my own behalf, to present to you this morning the credentials whereby my President has accredited me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to this great Republic of Djibouti. It is my greatest pleasure and honor to present the same to you. Et par la suite, l'ambassadeur de la République de la Pologne, Alexander Kropinski, a présenté ses lettres de créance au président de la République, l'accréditant donc en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne à Djibouti. Interested in relations with Djibouti. The relations have traditionally been good. We can see opportunities to make our ties even closer. In terms of economic cooperation, development cooperation, and also political cooperation. We know that Djibouti has been very active. Et l'ambassadeur donc a transmis les salutations du président polonais Andrzej Duda au président de la République Ismaël Omar Guelleh. I am very glad. I look forward to our future cooperation. Et enfin, l'ambassadeur de la République de Chili, Jaime Chomali, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chili en République de Djibouti. Plusieurs sujets donc d'intérêt commun ont été abordés au cours de ces rencontres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et n'a pas manqué de leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Tout sera mis en œuvre pour vous permettre de trouver auprès du gouvernement et des autorités djiboutiennes tout le concours nécessaire à la réalisation de vos tâches, a ajouté le chef de l'État. Ont assisté à la cérémonie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du président, Fathia Jama Oudine.
Et après le ballet diplomatique avec la réception de 4 lettres de créance, le président de la République a reçu dans la foulée ce matin une importante délégation d'hommes d'affaires français. Et cette délégation conduite par Étienne Giraud, membre du Conseil français des investisseurs en Afrique. Et les discussions donc ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun dans la situation des entreprises françaises à Djibouti. Et cette délégation, rappelons-le, est forte de 4 membres, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, et le conseiller en communication de la présidence ont assisté à la rencontre. Et à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État, M. Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, a répondu aux questions de notre collègue Tarer Moureri sur l'objectif de la rencontre et les sujets abordés avec le président. Nous l'écoutons. Nous avons abordé les sujets économiques et essentiellement celui de la présence des entreprises françaises à Djibouti. Et notre séjour ici a été organisé pour manifester le fait que les entreprises françaises ne se désintéressent pas de Djibouti et au contraire essayent d'entrer dans une nouvelle ère de collaboration et de présence ici. Alors pour cela, il faut avoir des projets utiles pour l'économie djiboutienne et rentables pour les entreprises. Et nous avons aussi trouvé lors de ce séjour la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises djiboutiennes. Plutôt des activités dans des domaines que tous les Djiboutiens connaissent, qui sont il y a des progrès à faire encore, l'énergie, la logistique, peut-être un peu de tourisme, l'agro-industrie. Voilà des secteurs où les entreprises françaises ont un savoir-faire particulier, une grande expertise qui est reconnue au niveau mondial. Et nous pouvons pour cela trouver des financements pour développer des activités rentables et en partenariat. Également dans l'actualité, après avoir passé une semaine à Mogadiscio, les médecins et techniciens du ministère de la Santé sont de retour à Djibouti. Et dès leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, l'équipe paramédicale a été donc accueillie par le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okiye, et ses proches collaborateurs. Par ailleurs, le personnel médical dépêché à Mogadiscio après l'attentat du 14 octobre donc, a mené un certain nombre de patients chroniques et des blessés dont leur pathologie donc, nécessite une assistance médicale plus soutenue. Ces derniers ont été tout de suite transportés dans des ambulances du service médical d'urgence et de réanimation SMUR d'aéroport d'Ambouli. Après un bref trajet, donc, les blessés somaliens ont été installés dans l'hôpital général Pelletier en présence du directeur général de l'établissement. Et dans une interview donc accordée à la télévision nationale, le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, a qualifié la mission de l'équipe médicale et paramédicale en Somalie de réussite. Et pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Donc en Somalie, la capitale Mogadiscio sort peu à peu du traumatisme causé par le terrible attentat survenu donc le 14 octobre dernier et qui a fait au total près de 600 morts et blessés. Les médecins spécialistes djiboutiens de retour au pays donc étaient sur place durant une semaine pour aider leurs frères et sœurs meurtris. Et nous allons revenir Fardous donc avec vous sur le travail de nos équipes médicales et paramédicales qui a été au chevet de nos frères et sœurs somaliens blessés dans cet odieux attentat. Effectivement, donc Ahmed, comme vous le dites, Mogadiscio sort peu à peu du traumatisme du carnage laissé donc par l'attentat perpétré samedi 14 octobre, et ce grâce à l'appui de la coopération internationale mais aussi donc de l'aide régionale dont fait partie Djibouti. En effet, quelques 300 blessés ont été pris en charge par les pays amis dont Djibouti. En effet, la République de Djibouti, sur ordre du président de la République Ismaël Omar Guelleh, a envoyé une mission militaire Gargar Walal ainsi que de l'aide médicale fournie par les victimes de l'attentat. La mission médicale Ahmed envoyée après l'attentat a regagné aujourd'hui le sol djiboutien à bord de cet avion donc que vous avez vu tout à l'heure, a acheminé les blessés graves qui nécessitent des soins intensifs et ces blessés ont été placés dans différents hôpitaux de la
la capitale. Les autres blessés, 112 pour être exact, ont été envoyés par avion en Turquie, au Soudan et au Kenya. Par ailleurs, pendant une semaine, nos médecins étaient donc à pied d'œuvre pour soigner ces blessés, rappelant que le gouvernement djiboutien a dépêché une trentaine de médecins de diverses spécialités pour répondre en urgence donc aux besoins dont a fait besoin la Somalie après l'attaque perpétrée donc par les survenue donc le 14 de ce mois. Ces derniers ont pris en charge plusieurs personnes gravement atteintes lors de l'attentat. Cet attentat a fait, rappelons-le, près de 358 morts et autant de blessés. Les derniers chiffres, Ahmed, sont accablants puisque 358 personnes sont mortes, 228 blessés et 56 disparus. Merci Fardous pour ces précisions. Et hier même, au moins 8 personnes ont été tuées et 6 blessées quand une mine a explosé au passage d'un minibus dans le sud de la Somalie. Selon Ibrahim Abdoulaye, responsable du service de sécurité, l'explosion a eu lieu à environ 30 km au nord de la capitale Mogadiscio. Cette route donc où a eu lieu l'explosion se trouve en zone contrôlée par les Chebabs. Elle est rarement utilisée en raison de craintes pour la sécurité. En nouvelle nationale, toujours après la région Assadjouk, c'est à Okar que le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a clôturé hier sa tournée dans les régions. Le ministre avait lancé cette tournée dans le cadre de la concertation nationale sur la santé, cinquième et dernière étape donc de son long périple au cours duquel le ministre de la Santé avait engagé des débats et des discussions avec les populations locales. La population de Dikil, région symbole de l'unité nationale, s'est mobilisée donc pour participer à cette conférence débat autour d'un thème important. En effet, à l'instar des autres régions, la population de Dikil a également réservé un accueil digne à l'arrivée du ministre de la Santé et de sa délégation. Le préfet Mohamed Chekho, le président du conseil régional Abdelrahman Younis et les élus locaux étaient à la tête de personnes venues souhaiter la bienvenue au ministre. À noter également que le sultan Habib Boko était aussi présent pour souhaiter personnellement la bienvenue au ministre et à sa délégation. Outre les hauts cadres de son département, le ministre de la Santé était accompagné par plusieurs parlementaires originaires de la région Dikil, avec à leur tête le doyen Ogoulé Kiflé Ahmed pour participer aux discussions citoyennes avec la population. Et c'est dans une ambiance de fête, de danse et de chant que le ministre de la Santé et sa délégation ont regagné l'emplacement aménagé dans l'enceinte de la préfecture pour accueillir la conférence débat. La rencontre a rassemblé une grande foule dont une partie a fait le déplacement depuis les localités éloignées comme Sankal, Gorabous, Mouloud, As'ila ou encore Yoboki. Ils ont pris part à ce dialogue initié par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye. Et en son qualité de doyen des parlementaires, le député Ogoulé Kiflé a salué cette initiative inédite qui sollicite l'implication de la population locale dans la réflexion autour du système de santé de leur région. Et au cours du débat qui a suivi, plusieurs intervenants se sont succédés au micro pour poser leurs questions sur les sujets en lien avec le système de santé. Les participants ont donc formulé leurs attentes, leurs propositions qui, du point de vue général, allaient dans le sens de l'amélioration du système sanitaire local. Une fois les questions posées, le ministre de la Santé a répondu donc à chacune d'entre elles en donnant des précisions et des éclaircissements sur les sujets abordés. Et le ministre a affirmé avoir pris bonne note de toutes les doléances et des propositions réalistes donc, qui ont été exprimées par les Okarois en les assurant que leurs contributions seront partie intégrante des grands axes du prochain plan régional de développement sanitaire qui tient compte des spécificités géographiques, environnementales et socioculturelles et des profils épidémiologiques qui sont propres à la région de Dikil. Et dans leur discours respectifs, le préfet Mohamed Chekho, le président du conseil régional et le doyen des parlementaires Ogoulé Kiflé ont rappelé donc brièvement le but de cette concertation populaire. Ils ont tous trois donc exprimé tour à tour leur satisfaction pour une telle initiative inclusive et constructive. Et dans son discours, donc, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a souligné donc que cette stratégie citoyenne constitue un vivier de propositions et de contributions d'idées sur lesquelles s'appuiera le département de la santé pour le renforcement d'un système de santé de la région. Le système à mettre en place doit être performant, accessible et équitable. Le ministre a en outre appelé la société civile à jouer son rôle prépondérant dans le contrôle de la chose publique, notamment dans le domaine de la santé,
puisque la santé, c'est l'affaire de tous, a-t-il insisté. En prenant la parole, le ministre de la Santé a relaté donc sommairement les grandes réalisations de son département. Et enfin, il a ajouté que cet exercice de démocratie concertée à travers la participation de la société civile reflète parfaitement la ligne politique prônée et tracée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et le ministre de la Santé a rencontré dans l'après-midi les membres des 4 comités locaux des annexes du parti RPP regroupant la fédération de Dikil. En effet, c'est en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile que le ministre de la Santé s'est entretenu avec une centaine de cadres locaux à raison de 25 personnes par annexe, issus de l'annexe de Dikil, celui d'Asseila, l'annexe de Mouloud et enfin annexe de Yoboki. À noter la présence du président du conseil régional et des parlementaires à cette rencontre partisane dont le but s'inscrit dans une longue tradition du RPP pour la promotion des échanges et de partage d'informations entre l'instance dirigeante du parti et la base. Les 4 présidents des annexes RPP de la fédération de Dikil ont tour à tour évoqué la situation qui prévaut dans leur structure en mettant en exergue les points saillants mais également les programmes d'action dans chacune des entités du parti RPP. Et pour sa part, le secrétaire national chargé de la société civile a confirmé donc l'importance de ces genres d'exercices de consultation périodiques avec la base qui, a-t-il souligné, témoigne de la vivacité, de la popularité du parti RPP et qui ne démérite pas son titre de première formation politique du pays. Prenant bonne note des doléances formulées par les présidents d'annexe, le secrétaire national, Dr Jama Ilmi, a promis de transmettre les doléances au comité exécutif du RPP qui ne manquera pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Et le secrétaire national Dr Jama Ilmi a chargé donc les comités des 4 annexes de se préparer aux échéances électorales à venir et à intensifier les contacts avec les jeunes. Il a plaidé pour des actions de proximité, soient menées pour soutenir la politique éclairée du président de la République. Toujours en nouvelle nationale, suite à la désignation officielle par le président de la République du ministère de l'Intérieur en qualité de coordinateur du dossier sur les migrations et les réfugiés à Djibouti, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dirigé donc ce matin à l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti la première réunion des membres du sous-groupe thématique sur les migrations du cadre de dialogue. Dans cette perspective, en étroite collaboration avec le secrétariat technique du cadre de dialogue, il a été établi une liste des institutions gouvernementales et des partenaires techniques et financiers présents en République de Djibouti concernés par la problématique des populations migrants et réfugiés et leur impact sur les communautés d'accueil. Étaient présents à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale, le secrétaire exécutif de l'ONARS, l'ambassadeur de France à Djibouti, la représentante de l'OIM ainsi que tous les organismes gouvernementaux et les partenaires techniques et financiers. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a évoqué que la question migratoire est devenue au fil des années un enjeu planétaire. Un grand nombre des pays sont directement ou indirectement touchés par ce phénomène et nous sommes, a-t-il dit, confrontés, à l'instar de nombreux pays de par le monde, à cette épineuse problématique qui représente un véritable défi pour notre pays. Et le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a par la suite reçu dans son cabinet l'ambassadeur Mohamed Abdi Affey, envoyé spécial du Haut Commissariat aux réfugiés pour les réfugiés somaliens. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, et du représentant par intérim du HCR à Djibouti, Albert Katumba. La rencontre a permis de faire le point sur les préparatifs de la conférence régionale sur l'éducation des enfants réfugiés dans la région de l'Igad, prévue en décembre prochain. Et à cette occasion, l'envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens a informé le ministre de l'Intérieur de l'arrivée du haut-commissaire des Nations Unies à Djibouti pour une visite de travail de 2 jours au mois de novembre. Et par la suite, ce fut au tour du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, de recevoir l'ambassadeur Mohamed Abdi Affey, envoyé spécial du HCR pour les réfugiés somaliens.
L'entrevue s'est déroulée en présence des conseillers techniques du MENFOP et d'une importante délégation du HCR. Elle a permis de faire le point sur les préparatifs de la conférence régionale sur l'éducation des enfants réfugiés dans la région de l'IGAD prévue en décembre prochain. Et le ministre et son hôte ont profité donc de l'occasion pour planifier les travaux de cette conférence qui aura lieu à Djibouti en décembre prochain. L'ambassadeur a rendu hommage au MENFOP pour son leadership dans les questions de l'éducation aux enfants réfugiés. Il a souligné l'engagement du HCR pour soutenir le MENFOP dans ses efforts en faveur d'une éducation de qualité pour les enfants réfugiés. Le ministre Moustapha Mohamed s'est dit donc heureux d'organiser cette grande conférence qui permettra donc de fixer les contours d'une éducation de qualité aux enfants réfugiés de la région. Et toujours en nouvelle nationale, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le commissaire au plan chargé des statistiques Amaré Ali Saïd. L'objectif de la réunion a été donc de tisser une coordination de travail pour actualiser toutes les données et les différents services qu'offre Djibouti Télécom au niveau national pour mieux favoriser la compétitivité de l'opérateur afin de mettre à jour les données pour les institutions du pays. Le ministre a remercié le commissaire au plan et le directeur des statistiques et des études démographiques pour avoir répondu favorablement à son appel. Entre Djibouti Télécom, les ministères de la communication chargés des postes et télécoms et la direction de la disette. Cette réunion avait pour objet la coordination pour la collecte des données statistiques relatives à tout ce qui concerne les télécommunications et plus particulièrement les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nous nous sommes entendus à ce que Djibouti Télécom et la disette, en collaboration avec le ministère des tutelles, travaillent en étroite collaboration pour collecter et fournir les informations les plus complètes possibles et les plus fiables possibles aux institutions internationales. C'est vrai que des fois on voit sur certains sites ou sur le net, même dans les réseaux sociaux, des données concernant les statistiques de Djibouti, de notre pays, pour la partie télécom, qui ne retracent pas tout à fait la réalité du terrain. C'est pourquoi, et je pense que c'était même l'objet principal de notre réunion, la collecte des données, soit au niveau de l'opérateur Djibouti Télécom, les différents réseaux, les différents services que nous offrons à la population, les tarifs que nous proposons aujourd'hui et les futurs tarifs qui seront mis en place dès 2018. Tout ça a été donc débattu et discuté. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, a présidé ce matin dans son bureau la première réunion inaugurale du conseil d'administration de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres de ce conseil, il a exprimé donc aux administrateurs ses attentes et tracé les orientations pour cet établissement public nouvellement créé. Il a rappelé que la vocation de l'INAP est de former les agents de l'État. Et depuis les origines, l'Institut donc a formé au métier de l'administration des milliers d'agents. Il a souligné à cette occasion que le gouvernement a fait de la formation permanente une des priorités de la modernisation et la rénovation de l'administration publique. Le bilan des avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration est éloquent. L'INAP délivre une carte de formation depuis juin 2013 sur les besoins identifiés dans le domaine du management public. L'Institut est devenu un centre dynamique pour le renforcement des capacités du personnel de l'État et à ce jour, plus de 1600 cadres ont été formés dans différents domaines. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de handball, en collaboration donc avec celle de Somalie, a organisé un match donc amical de solidarité de handball afin de montrer donc son soutien pour ses frères et sœurs en situation de détresse en Somalie. L'événement sportif a vu la participation de nombreuses figures emblématiques du secrétariat d'État et du handball djiboutien, citant notamment le secrétaire d'État, le secrétaire général, le président de la fédération djiboutienne de handball et le président de la fédération somalienne de handball. Le match a démarré donc avec des attaques offensives menées de chaque côté par les joueurs de deux équipes et les spectateurs amassés donc sur les gradins de la tribune vibraient au rythme des matchs
match de handball. Il est à noter que ce match a été l'occasion pour les deux clubs de faire preuve d'esprit solidaire et de témoigner leur compassion pour les familles donc victimes des terribles attentats qui ont eu lieu à Mogadiscio. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une cérémonie de remise de galons a eu lieu aujourd'hui à la caserne des gardes-côtes. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, en présence du colonel Waïs Omar Bourré, chef de corps. Les principaux récipiendaires se sont vus donc remettre les galons pour service rendu à la nation. Il s'agit donc du capitaine Mohamed Adawa Mohamed qui a été promu au grade de commandant en second des gardes-côtes. A été également promu le lieutenant Oubah Ismail, directrice administrative et financière qui vient de passer au grade de capitaine. Et enfin du sous-lieutenant Mohamed Idriss, chef de la brigade de recherche et d'investigation, qui était promu, il passe au grade de lieutenant. Rappelons donc que les gardes-côtes ont pour mission d'assurer la surveillance des côtes et la lutte contre les trafics illégaux en tout genre en mer. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdullahi. Bonsoir Ali. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps en Égypte, donc qui a connu une attaque meurtrière et au moins 35 policiers et soldats ont été tués, c'était hier Ali. Eh bien, ils circulaient dans le désert quand leur convoi a été pris pour cible par les assaillants extrémistes. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les véhicules des forces de sécurité se trouvaient dans le désert occidental au sud-ouest du Caire. D'après le ministère de l'Intérieur égyptien, plusieurs assaillants terroristes ont été tués lors des affrontements, mais aucune précision n'a été donnée quant à leur nombre. Selon une source proche des services de sécurité, le convoi a reçu des tirs de roquettes. Des engins explosifs auraient également été utilisés dans la même attaque. Ahmad. Également dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain a exigé donc hier le départ d'Irak des milices iraniennes au cours d'une visite dans le Golfe destinée donc à concrétiser les efforts des États-Unis pour endiguer l'influence de Téhéran au Moyen-Orient. Eh bien, Rex Tillerson faisait référence au Hajj al-Shabi, des unités paramilitaires qui regroupent plus de 60 000 hommes, pour beaucoup issus de milices chiites soutenues par l'Iran, formées en 2014 pour suppléer les forces gouvernementales irakiennes face aux djihadistes de l'État islamique. Soit ils partent, soit ils intègrent les forces de sécurité irakiennes. Une grande partie de ces miliciens étaient donc irakiens. C'est ce qu'a précisé un haut responsable américain. Rex Tillerson a ensuite toutefois assuré que le premier ministre irakien contrôlait totalement son pays. Personne n'a le droit d'interférer dans les dossiers qui concernent l'Irak. C'est ce qu'il a réagi donc hier lors d'un proche dossier. Et quelle a été, Ali, la réaction de l'État iranien qui pense que quitter l'Irak est la dernière chose à faire? En Iran, l'importance de la nation iranienne dans la région est plus forte qu'à toute autre période. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Hassan Rouhani dans un discours à Téhéran retransmis par la télévision d'État. Il n'a pas répondu spécifiquement aux propos du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, contrairement à son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui lui donc déclare voir la preuve d'une politique étrangère américaine honteuse dictée par les pétrodollars. C'est ce qu'a donc indiqué le ministre des Affaires étrangères iranien. La visite de Rex Tillerson intervient moins de 10 jours après la présentation de Donald Trump de sa stratégie face à l'Iran, l'une de ces bêtes noires accusées de s'aimer la mort, la destruction et le chaos. C'est ce qu'a indiqué le président américain. La tournée de Rex Tillerson, Ahmad, conduira dans les prochains jours pour la première fois au Pakistan et en Inde, où il évoquera notamment les conflits en Afghanistan ainsi qu'à Genève. Merci Ali pour toutes ces précisions. Direction le pays du soleil levant pour clore ce journal. Au Japon, le Premier ministre savoure sa victoire. Au quartier général de son parti, Shinzo Abe
Abe a placé une rosette sur le nom de chaque candidat élu. Il a donc conquis 2/3 de la chambre basse du Parlement lors des élections du week-end, mais il n'a pas conquis le cœur des Japonais, des citoyens inquiets de menaces de Pyongyang. Le 5 novembre, le président Trump doit se rendre au Japon, a déclaré Shinzo Abe. Il m'a téléphoné aujourd'hui et quand il sera là, nous parlerons de la question de la Corée du Nord et avons l'objectif de confirmer notre alliance étroite. Ce que souhaite Shinzo Abe, c'est modifier la constitution pacifiste. Depuis 1947, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon respecte l'article 9, la rénonciation à jamais à la guerre. Nous devons expliquer aux citoyens la révision de la constitution après avoir proposé un projet concret, dit le Premier ministre, parce que je ne pense pas que le résultat de cette élection reflète l'opinion publique sur la question. Toucher à la constitution pacifiste, c'est un sujet sensible pour les Japonais qui sont aussi 51% à ne pas faire confiance à leur Premier ministre selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote. Shinzo Abe devra être patient, il sait qu'il faudra du temps et un large soutien pour transformer les esprits. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée.